Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, nouvelle semaine d'Allons plus loin. Retour sur l'hommage du jour, plusieurs dizaines de chefs d'État ou d'anciens dirigeants étrangers, de responsables politiques de tous bords, des parlementaires, des membres du gouvernement. La France a rendu un dernier hommage à Jacques Chirac ce lundi 30 septembre 2019. On y revient avec nos invités après ce premier résumé de Jonathan Dupriez et Michael Spitzberg. Dans la cour des Invalides, devant 300 militaires de tous les corps et la garde républicaine, Emmanuel Macron passe en revue les troupes. Visage grave, le président observe une minute de silence devant le cercueil de Jacques Chirac, drapé de bleu, de blanc et de rouge. Après les honneurs militaires, le convoi funéraire rejoint l'église Saint-Sulpice pour un service solennel, sous les applaudissements des Français. Les plus proches de l'ancien président arrivent à Saint-Sulpice, sa fille Claude et son gendre Frédéric Salabarou. Bernadette Chirac, très affaiblie, n'est pas présente à la cérémonie. Aux côtés des intimes, quasiment toute la classe politique française a fait le déplacement. Des anciens présidents, François Hollande, Nicolas Sarkozy, aux ex-premiers ministres comme Alain Juppé ou Lionel Jospin, chefs du gouvernement socialiste entre 1997 et 2002. À ces personnalités françaises s'ajoute une centaine d'officiels venus rendre un dernier hommage à leur ancien partenaire sur la scène internationale, à commencer par l'américain Bill Clinton. La dépouille de l'ancien chef d'État fait son entrée dans la nef centrale de l'église, au son du requiem de Gabriel Fauré. Dehors, une immense foule d'anonymes assiste à la messe, des Français très émus par la disparition de ce monstre sacré de la politique française. C'est la France qui perd un de ses pères. Faut bien partir un jour, mais bon, c'est un adieu, quoi. C'est triste de le voir partir. Il nous représentait bien à l'étranger, c'était un homme proche de tous ses concitoyens. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'hommage qui lui est rendu et le nombre de gens qui se déplacent. Jacques Chirac a ensuite été inhumé en privé au cimetière du Montparnasse, selon le souhait de son épouse. Un hommage particulier sera rendu à l'ancien chef d'État en Corrèze, les 5 et 6 octobre prochains. Et avec nous pour cette émission spéciale en hommage à Jacques Chirac, Hélène Conway-Mouret, bonjour. Vous êtes sénatrice PS des Français établis hors de France. Philippe Dallier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Sénateur LR de Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat. Christine Albanel, bienvenue. Vous étiez ministre de la Culture et de la Communication sous le mandat de Nicolas Sarkozy, mais vous avez été la plume de Jacques Chirac à l'Élysée entre 1995 et 2000. On en a une excellente plume, nous dit Roger Carucci, que je présente donc, puisque c'est notre 4e invité, Monsieur Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine. Bienvenue à tous les 4. Je voudrais d'abord qu'on fasse peut-être un premier tour de table sur cette journée que vous avez vécue au plus près. C'était un dernier au revoir des Français, mais le vôtre aussi à Jacques Chirac. Christine Albanel, comment vous avez vécu les choses? Comment vous avez vécu cette journée? Je l'ai vécu comme tout le monde, avec beaucoup d'émotions. Moi, personnellement, j'étais à la messe privée, celle de 9h30, à laquelle Madame Chirac a pu assister. Et là, c'était un petit peu les proches, c'était les équipes de l'Élysée. Et c'était très émouvant, évidemment, beaucoup moins grandiose qu'à la messe de Saint-Sulpice. Mais c'était un moment fort où la famille s'est un peu regroupée, parce qu'il y avait vraiment une famille chiracienne, je peux dire. Et dont tous les membres, ça a été toujours lucide, mais très, très solidaire entre eux, et très ému, en tout cas, d'être là et de se retrouver. Vous avez pu échanger quelques mots avec Bernadette Chirac? Non, on n'a pas, personne en plus n'a échangé. Elle est arrivée, tout le monde était déjà installé, elle est repartie juste un tout petit peu, vraiment tout à fait à la fin de la cérémonie. Non, elle n'était pas trop fatiguée probablement. Philippe Dallier, vous avez vous aussi participé à cet hommage à Jacques Chirac, à cette messe? J'étais à Saint-Sulpice, oui. C'est vrai que c'était une cérémonie très émouvante pour ceux qui sont très attachés à Jacques Chirac. Et puis une cérémonie simple également. La famille n'avait pas voulu de discours. Je pense que c'était une très bonne idée. Voilà, une cérémonie simple et à l'image de Jacques Chirac, avec beaucoup de monde, beaucoup d'invités. Beaucoup de chefs d'État. On n'a pas cité le président Poutine, mais voilà, ça marque aussi ce que Chirac représentait en termes d'image de la France dans le monde, son action. Et je pense que cette cérémonie était à la hauteur de l'événement et à la hauteur du personnage. Et on y viendra évidemment dans un instant, cette image de Jacques Chirac à l'international. Hélène Conway-Mouret, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui vous a frappé? On parlait en regardant les images peut-être de la jeunesse aussi du public, ça vous a frappé?
Oui, il y avait à la fois la génération qui a été au pouvoir avec Jacques Chirac. Et puis, moi, je trouve que c'est bien, en effet, d'avoir des jeunes. Moi-même, ce matin, je suis allée en tant que vice-présidente du Sénat. C'est un hommage républicain, mais également, personnellement, c'était important parce que Jacques Chirac, comme François Mitterrand, ont fait partie de mon enfance, partie de mon adolescence. Et puis ensuite, à l'étranger, vous savez, on est très attaché à la parole de la France, qui est forcément celle du président de la République, avec des moments d'émotion forts où on est très fiers de ce que le président français a pu dire. Et je crois que depuis 2 jours ou 3 jours, les phrases célèbres et les moments célèbres ont été rappelés par beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des images fortes, il y a des mots qui sont forts. Et quand on est à l'étranger, tout ça est important. Donc il y a cet attachement qui est un attachement personnel avec un président qui, pour les étrangers, je crois, cocher toutes les cases de ce que l'on aime en France. Autant on n'aime pas l'arrogance, le donneur de leçons, enfin tous les défauts côté râleur qu'on vous attribue, mais on aime personnage qui aime la bonne chair, qui aime manger, qui aime boire, séducteur, et donc François... On est souvent dans la caricature à l'étranger, c'est normal. et donc Jacques Chirac, je crois, utilisait sa stature, utilisait sa belle voix pour aussi charmer et séduire absolument. Et ce qui revient dans les hommages qui ont été publiés depuis 2 ou 3 jours, c'est le terme ami. De l'étranger, beaucoup de chefs d'État parlent de Jacques Chirac comme un ami. Alors bien sûr qu'ils avaient une relation protocolaire, mais je crois qu'il est allé au-delà et à chaque fois, il y avait ce contact humain, notamment en Afrique aujourd'hui, avec souvent les fils de ceux avec lesquels il a échangé. Et on va y venir. Et donc, il y avait une sorte de figure un peu paternelle aussi. Et vous, Roger Carucci, qu'est-ce que vous retenez de ces hommages? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont été fidèles au personnage qu'était Jacques Chirac? Vous avez été frappé par des choses? Une fois qu'on est mort, il est assez rare que les gens vous jettent des pierres, encore que certains se sont pas privés quand même. Mais oui, moi je pense que, alors c'est vrai, à l'intérieur de Saint-Sulpice, c'était plutôt les corps constitués, les anciens ministres, les parlementaires, c'était pas très jeune. Mais sur la place Saint-Sulpice, là où il y avait beaucoup de public, et on a bien fait de sonoriser la messe à l'extérieur, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens issus de tous les milieux, comme diraient certains, c'était le métro à 18h, donc c'était vraiment très mélangé, pas un public ciblé. Et c'est ce qui a fait Chirac, ce qu'a fait la création du RPR, puis la création de l'UMP, cette espèce de volonté de rassemblement, cette volonté de passer au-delà des clivages. Quand on demandait à Chirac, est-ce que vous vous sentez de droite, est-ce que vous regrettez votre passé plutôt de gauche et tout, je ne dis pas qu'il ne comprenait pas, mais il disait mais tout ça n'a aucune importance, l'essentiel c'est de bien faire les choses pour la France. Et les gens le comprenaient, même si on n'était pas d'accord avec ce qu'il disait ou ce qu'il faisait, les gens ne pouvaient pas contester qu'il avait un amour profond du pays, un amour profond des gens et une empathie très forte, ce qui est très difficile parce qu'une fois qu'on est au pouvoir, on est souvent coupé des réalités. Jamais lui. On a été frappé, vous l'avez dit, par le nombre de dirigeants ou d'ex-dirigeants étrangers, un homme d'État résolument tourné vers l'international, ami de dirigeants étrangers pas toujours fréquentables, comme on le dirait aujourd'hui. Je pense évidemment à Vladimir Poutine. Beaucoup de dirigeants et d'ex-dirigeants africains aussi. Je voudrais juste vous lire cette phrase du journaliste Antoine Glaser. Chirac, dernière incarnation de cette France-Afrique qui joue sur les relations personnelles avec les présidents. Voilà ce qu'a écrit Antoine Glaser. Je vous vois faire oui de la tête, Christine Albanel. Est-ce que c'est aussi ça qu'il faut retenir de Jacques Chirac? Oui, je crois que ce que disait Hélène Conway-Mouret est tout à fait juste, en fait. C'est-à-dire, il y avait à la fois les relations personnelles, c'est certain, la France-Afrique, en effet, ça existait, c'est vrai. Il y a aussi un autre élément qui était le fait que les gens se sentaient reconnus aussi dans leur culture, dans leur civilisation, et très valorisés. C'est-à-dire, ce n'était jamais une relation paternaliste, parce que Jacques Chirac était profondément heureux quand il se rendait dans ces pays. Et curieux. Très curieux, plein de respect, en fait. Il n'avait aucune espèce d'idée de hiérarchie, tout au contraire. Il avait plutôt tendance souvent à trouver que certaines cultures lointaines, c'est tout le projet du Quai Branly en réalité, étaient
presque plus intéressante, au moins, en tout cas aussi intéressante que la culture occidentale. Donc, il était un peu seul, au fond, dans ce cas, dans ce profil. Et je pense que du coup, il y avait beaucoup de sympathie, beaucoup de reconnaissance de cette espèce de respect mutuel et de ces échanges. Et ça s'est ressenti aujourd'hui, Hélène Conway-Mouret, par la présence de plusieurs dizaines de dirigeants étrangers. Oui, il ne faut pas oublier que nous avons un siège permanent au Conseil de sécurité et que la parole de la France est entendue et forte. Et donc, cette présence-là fait que, quand le président français s'exprime, eh bien, sa parole porte, est importante. Et on l'a bien vu, un certain nombre, notamment pour la guerre en Irak, ce discours a marqué tous les esprits. Et aujourd'hui, vous savez, souvent, il y a une très longue carrière politique et puis il y a un événement, alors bon ou mauvais, ça peut être dans les deux cas de figure, pour lequel la personne sera rappelée. Et là, pour Jacques Chirac, je pense que c'est la guerre en Irak. Mais moi, ce que je voulais dire quand même sur l'Afrique, c'est que on parle de bilan un peu contrasté. Et quand je disais tout à l'heure que c'est vrai, quand on a un petit peu de recul ou de distance avec le pays et qu'on est peut-être émotionnellement plus sensible à ce qui est dit, moi, je me souviens d'un discours en 2001 au Cameroun, très fort sur l'Afrique. Et quelque part, un petit peu une dette que nous avions par rapport à certains comportements. Et puis, en même temps, bien, la France-Afrique a perduré. Et donc, alors, aujourd'hui n'est pas le jour de parler du côté sombre. Voilà, pourquoi pas, mais non, Jacques Chirac vient d'être inhumé. Je pense que voilà, il y a quand même période de respect, mais et puis tout cela ne sert à rien. Mais je pense que les historiens en parleront en leur temps. Mais c'est vrai que pour l'Afrique, il y a à la fois des beaux moments, des annonces fortes et une volonté, peut-être qui était liée, pour ceux qui le connaissaient mieux que moi, à une certaine vision. Quand on parle de bête politique, je pense qu'il avait un instinct très très fort où il était capable de faire des déclarations qui étaient un peu visionnaires. Puis après, dans les faits, on s'est dit que ça ne s'est pas forcément toujours passé comme on l'aurait souhaité ou comme ça avait été annoncé. Voilà, c'est simplement cet élément-là. Ça veut dire être plus finalement plus visionnaire que révolutionnaire parfois. En fait, c'est un peu ça. Politique étrangère, révolutionnaire, c'est plus compliqué. Mais vous parliez de personnages infréquentables en évoquant Vladimir Poutine. La vocation de la France, c'est de parler à tout le monde. Ça, c'est le gaullisme. Et je pense que Jacques Chirac a incarné... Entre parler et être ami, c'est un peu différent. On voit que là, il avait des relations personnelles. Amitié, tout dépend ce qu'on entend par là, mais voilà, on doit parler à tout le monde. Et ce qui manque certainement aujourd'hui, c'est cela, la volonté d'ostraciser certains et puis d'imaginer que les problèmes vont se régler comme ça. Et parfois, effectivement, en allant jusqu'au conflit armé. Voilà, le gaullisme, et Chirac l'a incarné parfaitement, c'est le contraire de cela. C'est la France qui parle au monde entier. On n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, mais en tous les cas, on doit se parler. Et que Poutine ait été là, je trouve ça très bien. J'ai été extrêmement... pas dire déçu, mais surpris de la réaction des Américains qui n'ont réagi que dimanche après-midi au décès de Jacques Chirac. Heureusement que Bill Clinton était là, mais bon, j'ai trouvé que c'était pas très correct. Alors on sait pourquoi, on a compris pourquoi. Parce que la guerre en Irak, Chirac a dit non, et pour des raisons évidentes aujourd'hui. À l'époque, il faut se resituer dans le contexte. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pour ceux qui défendaient Chirac à l'époque, et même dans son propre camp, certains l'ont très vertement critiqué. Voilà, Chirac, c'était comme ça, il avait une vision du monde, il souhaitait parler avec tout le monde et ça a pu aller jusqu'à s'opposer à notre principal allié et à lui dire non. Voilà. Alors ça, c'était pour le volet étranger. Cet hommage spécial a aussi été rendu dans les écoles aujourd'hui. Une minute de silence a été observée cet après-midi à 15h dans les établissements scolaires du pays. Le gouvernement souhaitait que les enfants lui rendent hommage. D'ailleurs, les enseignants étaient aussi invités à évoquer Jacques Chirac en classe, avec plusieurs documents mis en ligne par le ministère de l'Éducation, comme le discours du Veldiv en 1995 ou l'appel pour le climat en 2005. Roger Carucci, pour vous, cette minute de silence, ça a été une initiative heureuse ou malheureuse? Certains l'ont critiqué, cet appel lancé aux enseignants pour qu'ils fassent respecter une minute de silence. Dire que c'était l'acte essentiel, non. Ce qui était l'acte essentiel, c'était la journée de deuil national. Après, dès qu'on dit il faut faire une minute de silence dans les écoles, une minute de silence dans les administrations, on sait que malheureusement, ça veut dire que tel ou tel syndicat ou telle organisation va dire pourquoi et non et tout. Donc on rentre dans une polémique qui ne m'est pas apparue forcément très utile. Ceci étant... Franchement, Jacques Chirac eût-il été un saint, il y aurait eu des contestations sur la minute de silence. Donc, on ne peut pas trouver de bonnes solutions. Non, je ne suis pas surpris. Moi, je pense que ceux qui l'ont observé, comme on l'a fait au Sénat, comme on l'a fait un peu partout, c'est bien
Parce qu'au-delà des clivages politiques, quand quelqu'un qui a été chef de l'État en France pendant 12 ans disparaît, il y a au-delà des choix politiques, à la fois la décence, la reconnaissance et le fait de se dire, si ce pays veut avoir un avenir commun, peut-être qu'un jour, il faudra se décider à avoir une histoire commune. Et si on veut une histoire commune, il faut avoir un minimum de respect par rapport à tous ceux qui ont dirigé ce pays. Vous êtes tous d'accord avec cela, Christine Albanel ? Oui, moi je partage. Je pense qu'il ne faut pas toujours céder devant toutes les intimidations par avance, en se disant « Ah non, ne faisons pas ça parce que ça risque de provoquer des problèmes ». Je trouve qu'on va souvent très très loin dans cette voie. Je pense qu'il est normal d'avoir fait observer cette minute de silence. Je pense qu'aujourd'hui, Jacques Chirac était suffisamment consensuel pour que tout le monde puisse l'observer sans état d'âme. Oui, c'est intéressant que vous disiez ça parce que pour ne rien vous cacher, ce matin, on entendait des témoignages sur France Info, notamment de jeunes de Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier, qui disait « Bah oui, mais le bruit et l'odeur, nous, ça passe pas. On n'a pas envie de rendre hommage à ce président qui a parlé du bruit et l'odeur d'éventuels immigrés ou fils d'immigrés. » Et il y a eu ce genre de contestation. Oui, enfin, résumer Jacques Chirac à cela, quand on sait l'engagement qui a été le sien sur les cultures, la différence entre cultures, sur le respect dû aux uns et aux autres, sur cette non-hiérarchisation des civilisations et des cultures, son action en France et la barrière étanche qu'il avait instaurée vis-à-vis de l'extrême droite, résumer Chirac à cette phrase qu'on peut considérer peut-être effectivement comme malheureuse, franchement, c'est regarder les choses par le tout petit bout de la lorgnette. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas comment se sont passées les choses dans les écoles de Seine-Saint-Denis. On le verra probablement dans les jours qui viennent. Oui, on le verra dans les journaux. Un petit bilan. J'espère que les choses se sont correctement passées. Hélène Conway-Mouret. Oui, écoutez, c'est une minute de respect où, voilà, ça permet peut-être pour certains de faire revivre certains souvenirs, souvenirs contrastés. Hein, on n'est pas dans l'adoration, on n'est pas, voilà. Mais je pense que c'est pas mal aussi dans cette vie où tout va tellement vite, où on prend plus le temps de s'arrêter jamais, où on communique par le biais des tweets et ainsi de suite. Franchement, de s'arrêter pendant une minute, je pense que c'était bien. On a regardé un petit peu dans les livres d'histoire. Les écoles étaient fermées pour les obsèques de Charles de Gaulle et de Georges Pompidou. Et pour François Mitterrand, une minute de silence avait également été observée. Vous vous en souvenez aussi ? Oui. Et quand il y a un deuil national, c'est un minimum. Je veux dire, attendez, chef de l'État, Jacques Chirac l'a été 12 ans, le général de Gaulle l'a été 11 ans. Je ne sais pas, enfin, on peut se dire ça n'a aucune importance, on est très pressé, on ne regarde que devant nous, on ne respecte plus rien. Mais dans ces conditions, alors c'est plus la peine de dire que nous formions une seule nation. Allez, ces derniers jours, on a quand même été frappés par l'émotion globale de tous les Français. Ils sont venus en masse lui dire au revoir hier aux Invalides. Ils ont parfois attendu des heures, regardez, pour se recueillir devant son cercueil. Ils l'ont même fait toute la nuit, jusqu'à 7 h ce matin. Ils aimaient leur ancien président. Une émotion partagée par Laure Darcos, la sénatrice LR de l'Essonne, qui elle aussi a bien connu Jacques Chirac. Et Tam Tranu, vous êtes à ses côtés en salle des conférences au Sénat. Laure Darcos, vous étiez tout à l'heure à la messe hommage qui a été donnée pour Jacques Chirac en l'église Saint-Sulpice. Qu'est-ce que vous avez bien ressenti en ce moment-là ? Écoutez, bien évidemment, ça c'est un lieu commun de le dire, mais une émotion extrêmement forte. Vous faisiez partie des proches de l'ancien président. Oui, vraiment. Enfin, bien évidemment, enfin, je l'avais côtoyé quand mon mari était son ministre pendant près de 4 ans. Mais on avait aussi des liens privilégiés. Enfin, j'ai souvent raconté, mais il a été vraiment à mes côtés pendant mon premier cancer et je l'oublierai jamais. Et c'est quelqu'un vraiment, en effet, de très, très, très humain. Donc, bien évidemment, quand on l'a vu arriver, son cercueil dans l'église, je pense que un sanglot général a pris absolument tout le monde. Mais ce que j'ai ressenti aussi, au-delà d'une musique absolument magnifique, enfin moi j'adore le Requiem de Fauré, d'avoir Marenbaum au piano, c'était juste extraordinaire. C'était une réunion de famille. Et en fait, je me suis mise avec les membres de ces gouvernements pour être à côté de mon mari. Et on se retrouvait, pour certains, on ne s'était pas vu depuis un petit moment, pour d'autres, on n'a pas arrêté de se côtoyer depuis 25 ans. 30 ans même pour certains. Et c'était une réunion de famille, j'ose le dire, de l'ancien monde. Oui. Et c'est ça qui me marque le plus, c'est qu'une page se tourne définitivement avec lui, de cette époque-là où on faisait de la politique autrement.
Oui, un hommage français et puis aussi un hommage international. On a vu les visages très émus de Saad Hariri, on a vu Bill Clinton venir bien sûr aussi. C'était un hommage digne de sa stature. Oui, c'était très important et même pour nous de voir ça parce que c'était vraiment la reconnaissance ultime d'avoir été un chef d'État mais également d'avoir rayonné à l'international comme rarement après ses successeurs ont pu le faire. Bien évidemment, on a en mémoire ce qu'il a pu dire sur l'Irak et on en voit encore aujourd'hui les conséquences sur un Moyen-Orient complètement fissuré, déséquilibré. L'intervention à Jérusalem. Voilà, l'intervention à Jérusalem où il reste encore une idole là-bas. Je suis allée encore l'année dernière, il y a des t-shirts encore à son effigie et vraiment, les relations qu'il pouvait en effet avoir avec la Russie. Et donc cet ultime hommage, même en effet des chefs d'État étrangers, était très important. Un mot pour conclure sur le Chirac personnel, vous l'avez mentionné au début de cette interview, c'était un homme attentionné qu'il a été à votre égard, même lorsqu'il occupait les plus grandes fonctions. Et ça n'a pas été que pour vous, d'autres l'ont raconté. Non, oui, je pense que vraiment on a tous nos anecdotes. Moi, j'étais très liée à toute son équipe à l'Élysée. Et après la messe, c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés en sanglots dans les bras les uns des autres. Et je pense qu'on a tous chacun notre petite anecdote et ça n'est pas... voilà, simplement anodin de dire ça. Et puis permettez-moi d'avoir une pensée vraiment très forte pour Madame Chirac qui n'était pas là à Saint-Sulpice. Elle était ce matin, donc j'avais quelques proches qui avaient été à la messe aux Invalides. Elle n'était pas là et je pense beaucoup à elle, bien évidemment. À Claude, parce qu'elle a été extraordinaire hier, je crois, auprès des gens qui faisaient la queue pendant des heures et des heures. Mais Madame Chirac, voilà, je pense que sa vie, elle aussi, a basculé une fois de plus la semaine dernière et elle était présente vraiment dans nos cœurs, dans le mien particulièrement, parce qu'elle m'a beaucoup aidée quand j'ai été conseillère départementale. Bien, merci beaucoup, Laure Darcos, pour ce témoignage. Merci. Merci à vous, Tam, et merci évidemment à la sénatrice Laure Darcos qui nous a fait part de son émotion qu'on a beaucoup ressentie sur ce plateau. Christine Albanel, un homme attentionné, Jacques Chirac, comme le dit Laure Darcos. Plus qu'attentionné. Jacques Chirac il y a beaucoup de témoignages en ce sens, mais c'est vrai que par exemple les dimanches matins, il était dans son bureau et il passait vraiment toute la matinée à téléphoner en fait à toutes sortes de proches ou parfois de beaucoup moins proches pour prendre des nouvelles d'un fils malade, d'une femme hospitalisée, etc. Ça, c'était vraiment... Et d'ailleurs, Laure Darcos y a fait allusion quand elle a parlé de son cancer. Ça, c'est une chose que je l'ai toujours vu faire. Et il pouvait téléphoner tous les jours à quelqu'un pendant 10 jours ou plus. Oui, il était très attentionné. On se sentait accompagné et protégé. Je vous parlais de l'hommage des Français tout à l'heure. On a vu ces longues files d'attente de ces Français qui sont venus lui rendre hommage. On a le sentiment que les Français aiment toujours davantage leur président lorsque celui-ci n'est plus au pouvoir. Parce que lorsqu'il est au pouvoir, l'heure est plutôt au désamour. On a retrouvé un sondage de décembre 1995. Jacques Chirac est alors au pouvoir depuis 7 mois. Et vous allez regarder ce chiffre, 22% d'opinion favorable, 22% seulement. Voilà la cote de popularité de Jacques Chirac en décembre 1995 selon une enquête Ipsos. Pour vous donner une idée, 7 mois après son élection, Emmanuel Macron était à 54% selon Odoxa. Et aujourd'hui, il oscille entre 28 et 30%. Qu'est-ce que ça vous inspire, Roger Carucci, de voir cela ? D'abord, quand on prend les sondages, il faut les prendre de manière totalement neutralisé, parce que vous dites décembre 95, on est en plein dans les grandes grèves où tout le monde marche à pied dans la neige. Pour vous dire qu'il est descendu très bas. Et donc, effectivement, quand il y avait une grève illimitée dans les transports, je ne suis pas sûr que les gens vouent un amour fou au président de la République quand vous vous dites je vais mettre 2 heures pour y aller, 3 heures pour revenir, si je peux revenir. Donc forcément, il y a des périodes. Il y a des périodes. Deuxième élément, oui, c'est vrai que la nostalgie l'emporte parfois sur la réalité, donc c'est assez courant que les chefs d'État, mais même le général de Gaulle, je vous rappelle que quand même, il a été battu au référendum de 69, il a été mis en ballottage au présidentiel de 65, et depuis 50 ans, tout le monde dit c'est le meilleur, le plus grand président de la Ve République. Parce que... C'est évident. Mais tout le monde est d'accord, donc puisque tout le monde... Non, plutôt de Gaulle. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'histoire qui fait le jugement final. C'est pas l'immédiat, c'est pas le quotidien. Donc moi je pense que dans 5 ans, 1 an, peut-être qu'on verra un peu l'équilibre entre les anciens présidents de la République. Je pense que De Gaulle restera, par définition, du fait de l'action, du fait du personnage historique, du fait de tout ce que l'on veut, très haut. Mais Jacques Chirac remontera parce que
on oubliera les aspérités de la décision et on retiendra le côté humain et proche des gens. Vous êtes d'accord avec ça ? Je pense qu'il faut distinguer le regard que les Français peuvent porter sur l'action politique de Jacques Chirac, avec du positif et du moins positif, du regard qu'ils ont fini par porter sur l'homme Jacques Chirac. Et ça s'est construit dans le temps. Qui pourrait conforter quelques dirigeants actuels. Oui, mais vous savez, des carrières comme celle-là, je pense qu'on n'en connaîtra plus. Et moi qui ai commencé à militer pour Chirac en 1980, j'avais 18 ans. Je vous assure qu'à l'époque, quand on allait sur les marchés en Seine-Saint-Denis, on nous traitait de fachos, enfin, toutes les caricatures que l'on connaît. Et il a fallu toute cette évolution. Et d'ailleurs, Chirac en est peut-être aussi un peu responsable parce qu'il n'a jamais voulu dévoiler sa véritable personnalité, en tous les cas tout ce qu'on appelait son jardin secret. Et je pense qu'aujourd'hui, le regard que portent les Français sur l'homme Jacques Chirac est radicalement différent. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ces derniers jours ? Ce qu'on nous a dit, c'est ce que vous avez vu à la télévision, ces files d'attente, effectivement, c'est le métro à 18h, comme disait Malraux du RPF. Et ça fait chaud au cœur, parce que quand on a connu toute cette période et quand on s'est engagé politiquement pour lui, on sait combien ça a été difficile. Et là, le regard a complètement changé. Mais c'est aussi la durée qui permet cela. Je ne suis pas certain qu'à l'avenir, avec des parcours politiques que l'on veut de plus en plus courts, où on zappera tous les 5 ans, je pense qu'on ne connaîtra plus de parcours comme celui-là. Christine Albanel, Oui, puis il y a aussi, je crois qu'il y a aussi toute cette nostalgie d'une époque. Oui, je pense que Jacques Chirac l'incarne peut-être complètement. C'est vrai que quand on voit toutes ces photos où il est en train de fumer, de se gaver de charcuterie, etc. Tout ce côté extrêmement bon vivant, l'épisode avec la députée en Corrèze, blonde, qui est tellement passée. Les gens ont l'impression que c'est la quintessence du français. Voilà, que c'est la quintessence du français. Et ils n'ont pas envie de le perdre, ce français-là, sous, je dirais, un excès parfois de politiquement correct, d'hygiénisme, d'interdit, etc. Et il y a aussi une part de communication fabriquée, orchestrée. Et d'une espèce de super communication qui fait de l'artificiel et non pas du vrai. Oui, on manque d'authenticité. Hélène Conway-Mouret. C'est vrai que c'était une période complètement différente, une sorte de vent de liberté dans la façon de se comporter, d'ailleurs avec les bons et les mauvais côtés. Je crois que certaines choses qui peuvent aujourd'hui être reprochées à Jacques Chirac ne pourraient plus être aujourd'hui parce qu'il y a la transparence partout, parce qu'il y a une sorte de contrôle continu qui est exercé à la fois par la société, par les médias, par les réseaux sociaux, par tout ça, qui fait que on se dit que finalement ce président-là avait encore la liberté de vivre un peu comme tout un chacun. Et c'est peut-être pour ça que les Français aussi s'identifient à cet homme-là, bon vivant, souriant, et qui quand même profitait de sa stature, de ses grands bras, de ses grandes mains, et de sa voix. Il ne faut pas négliger la voix d'un président, elle est très très importante, celle de François Mitterrand avec un ton, celle du général de Gaulle à son époque. Ce sont quand même des lettres. Moi, dans mon panthéon intime, les voix font partie aussi de ces messages-là. Il n'y a pas que les images. Et je crois qu'il a joué de tout cela, et il en a très bien joué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il aurait quelques difficultés, je crois, à être la même personne. Peut-être aussi, juste un mot, peut-être aussi que les gens se disent, il a beaucoup souffert. Oui. On l'a beaucoup blessé. Ça, c'est vrai aussi. Rappelez-vous des Guignols où on le voyait transpercé. Moi, je me souviens encore d'une période, les années antérieures, où on nous disait, Chirac ne sera jamais élu président. Oui, c'est vrai. Il passe mal à la télé, les gens, il n'y a pas le contact. Et on se dit, la persévérance, la volonté, la force de caractère et finalement le naturel l'ont emporté sur tout le reste. Et je vous sens tous très nostalgiques ce soir. C'était une belle séquence nostalgique. Merci en tout cas. Merci à tous les 4 d'avoir participé, non pas à ce débat évidemment, mais à cette discussion. Vous l'aurez compris. Caroline, on va donc effectivement parler de Rouen avec vous. La catastrophe de Lubrizol a déclenché des milliers de réactions sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a eu le meilleur et le pire. Eh bien oui, comme à chaque catastrophe, chaque drame, les réseaux sociaux s'enflamment et tournent en boucle, vous le disiez, avec à chaque fois son lot d'intox et même de théories du complot. Eh bien l'incendie de Rouen n'a pas échappé à la règle, d'autant que l'événement a été quand même occulté pendant un temps dans les médias en raison des cérémonies d'hommage à Jacques Chirac et à la communication un peu délicate et erratique du gouvernement qui a été particulièrement pointée sur le web, mais pas seulement. Dans l'hémicycle du Sénat hier, lors des questions d'actualité au gouvernement, le sénateur LR Jean-François Husson a été vif. Regardez.
Entretenir le flou par la cacophonie et les déclarations officielles contradictoires n'est pas acceptable et symbolise une crise ingérable face au discrédit de la parole publique. Notez bien en effet, Madame la Ministre, qu'en 5 jours, pas moins de 5 ministres, dont vous-même et le Premier ministre, sont venus sur place pour y tenir 5 discours différents, accentuant le trouble dans l'opinion. Et quand il y a un flou, il y a un loup. Et donc, c'est propice aux fausses infos en tout genre. Édouard Philippe, qui a promis hier, justement, la transparence la plus totale, a lui-même dénoncé les intox sur l'incendie de Rouen à l'Assemblée nationale mardi. Et c'est vrai, je vais vous donner quelques exemples parmi les intox qui ont le plus circulé sur les réseaux sociaux. Premièrement, le faux communiqué de la préfecture, un communiqué de presse de l'agence régionale de santé de la préfecture du Nord a beaucoup tourné. Nuages de fumée traversant la zone nord suite à l'incendie de Rouen. Des effets secondaires dangereux pour la santé ne sont pas à exclure, peut-on y lire. Faux logo de l'ARS, c'est truffé de fautes d'orthographe, donc ça c'est quand même un signal. Voilà, exactement. Le préfet de Seine-Maritime a dû démentir et dénonce un acte de malveillance. Deuxième exemple, Rebecca, les poissons et les oiseaux morts. L'image d'une route jonchée d'oiseaux morts est légendée. Rouen, les oiseaux ne se cachent même plus pour mourir. Sauf que cette photo, eh bien, elle date de 2011. Elle a été prise en Louisiane, comme l'a montré plusieurs médias. Et puis, je ne peux pas vous la montrer. Heureusement, elle a été enlevée des réseaux. Sur Twitter, le compte encause.fr, ça veut tout dire quand même comme titre. Fort de ses 14 000 followers, publie une photo de milliers de poissons près de Douai qui seraient morts suite à l'incendie de l'usine Lubrizol. En fait, la Voix du Nord nous explique que ces poissons sont morts par manque d'oxygène suite à des fortes pluies dans la région ces derniers jours. Donc ça n'avait rien à voir. Absolument. Il y a eu aussi des images assez spectaculaires avec de l'eau polluée. Elles aussi, elles ont été massivement diffusées sur les réseaux sociaux. Oui, une eau noire coule du robinet. La vidéo a été relayée plus de 26 000 fois sur Twitter. Et ça, c'est sans compter Facebook. Des images particulièrement flippantes qui ont attisé la panique. Et ce, malgré le fait que l'ARS, l'Agence régionale de santé, ait précisé qu'il n'y avait pas de problème avec l'eau potable. Et encore, je ne vous parle pas du faux communiqué du CHU de Rouen, ni du plus spectaculaire comme cette vidéo de l'explosion diffusée quelques heures après l'incendie, qui, comme l'ont démontré nos confrères du Monde, était en fait une vidéo prise en Chine en 2015. Et je n'ai pas pu vous la montrer parce que, fort heureusement, elle a été retirée et le compte suspendu. On comprend donc aisément, Rebecca, que loi fake news ou pas, sur ce type d'événement, l'émotion est tellement immense et les réseaux sociaux, ce sont une caisse de résonance sans limite, que c'est très difficile pour la com gouvernementale de rassurer. Surtout quand Édouard Philippe, même s'il est sincère, ça on en est sûr, en convient et dit au Sénat, on ne sait pas tout. On va y revenir avec vous, oui, Jean-Raymond Hugonet. Je crois que la question n'est pas forcément de rassurer. La question est de dire ce qu'il se passe exactement et où en est l'état des recherches. Simplement d'informer. Et en termes quand Jean-François Husson, notre collègue, pointe un peu la cacophonie, moi je suis désolé, le gouvernement, à partir du moment où le Premier ministre s'exprime, c'est lui qui a la main, et on n'a pas besoin d'une kyrielle de ministres pour que chacun aille faire sa déclaration ou sa com personnelle. Il s'agit à ce moment-là d'une catastrophe, avec potentiellement des effets que l'on peut mesurer. Le Premier ministre s'exprime. Et ça suffit. Voilà. Ensuite, rassurer les gens, bien entendu, ont peur. On habiterait à côté de l'usine, on aurait peur. On serait parmi les premiers qui ont été sécuriser le site, dont j'entendais ce matin sur une antenne nationale qu'ils avaient juste, et encore 3/4 d'heure après, un pauvre masque, vous voyez, comme on met en vélo quand on veut faire le japonais. C'est juste pas possible. Donc, il faut, à ce moment-là, le Premier ministre assume la communication, il explique où nous en sommes, et au fur et à mesure, il y a un point qui est fait. C'est aussi simple que ça. Comme il l'a fait au Sénat hier. Parce qu'en fait, ce qui est pointé du doigt, c'est que le fait qu'il y ait eu 5 ministres successivement. Et Jean-François avait raison. Avec des discours pas toujours sur la même ligne. Caroline, vous nous avez parlé du pire, mais vous nous avez aussi parlé du meilleur. Oui, quand même. Heureusement, il y a aussi du bon sur les réseaux sociaux. Allez, on finit sur une note positive. Voilà, comme à chaque catastrophe, la solidarité s'exprime. Il y a eu un groupe Facebook qui s'est créé et qui relaie en fait les propositions et les demandes d'hébergement. Un petit exemple, Steven qui propose
2 chambres pour 4 personnes. Il dit qu'il habite à Mantes-la-Ville et qu'il ouvre sa maison. Il y a quand même eu 6000 publications depuis une semaine. Donc on voit que quand même ça pourrait encore continuer. Et puis pour terminer quand même, les Rouennais malgré tout ont aussi envie de sourire. Donc ils ont relayé en masse en fait des détournements qu'il y a eu. Je ne sais pas si on va la voir comme celle de Tintin. Voilà, on voit les Dupont et Dupont avec leur scaphandre au milieu de la fumée. Comme quoi, l'humour normand, ça a du bon aussi. Ça redonne un peu le sourire. Merci beaucoup, Caroline. Sénat en clair consacré cet après-midi à la santé au travail. Alors pourquoi en parler aujourd'hui ? Eh bien parce qu'un rapport du Sénat vient d'être rendu public. Il dresse un état de lieu, il fait des propositions. Vous n'êtes pas toujours très heureux dans votre entreprise, vous êtes même peut-être passé par la phase du burn-out. C'est devenu un vrai phénomène. Est-il exagéré ? Sinon, à qui la faute ? On va se poser toutes ces questions avec nos invités. D'abord, la présentation de ce rapport avec Louis Duménil. La santé au travail, un sujet dont la France est le mauvais élève en Europe. 595 accidents mortels comptabilisés en 2015, le pire score à l'échelle du continent. C'est sur la base de ce constat que le gouvernement a sollicité une étude parlementaire. Dans son rapport, la Commission des affaires sociales pointe un souci de gouvernance du système de santé au travail, jugé peu lisible et fragmenté entre de nombreux acteurs. Beaucoup trop de strates, niveau national, niveau régional. Et c'est vrai que si nous, on est parti sur une instance nationale de pilotage, nous ne sommes pas pour un bing-bang. Ce qu'on a voulu faire, c'est une instance nationale de stratégie et surtout qu'on ait un service de santé au travail de proximité. Donc avec un maintien sur nos territoires des services de proximité de santé au travail, mais avec une certification, avec des moyens renforcés. Parmi les propositions, création d'une agence nationale supervisante, favoriser le lien avec le médecin traitant, mais surtout généraliser les services de santé au travail aux indépendants et impliquer un peu plus les entreprises en leur faisant évaluer la qualité de vie au travail. Il va falloir humaniser davantage l'entreprise parce que très souvent, on prend en compte les données financières des entreprises pour les évaluer alors que les données humaines ne sont pas forcément prises en compte. Et là, ce rapport va permettre évidemment, d'une part, de mieux prendre en compte les situations ergonomiques, les risques encourus sur le lieu de travail, mais aussi au niveau psychosocial. Une réforme en douceur du modèle tiré sur des exemples scandinaves. Un sujet toutefois urgent puisque la productivité en pâtit selon le rapport. En 2017, ce sont au total près de 60 millions de journées de travail perdues. Et avec nous pour Sénat en clair cet après-midi, Pascale Gruny, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR de l'Aisne, co-rapporteur de ce texte de la mission d'information sur la santé au travail présenté donc aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs en trouver tout le détail sur notre site publicsénat.fr. Notre journaliste François Vignal a suivi cela de très près. Alexandre Jost, bienvenue à vous également. Vous êtes délégué général et fondateur du think tank La Fabrique Spinoza. Bruno Dupuis, bienvenue. Vous êtes consultant en stratégie sociale au cabinet Alixio, ancien conseiller des ministres du Travail Xavier Darcos et Xavier Bertrand. Sylvaine Perragin, bienvenue à vous également. Vous êtes psychothérapeute, spécialiste en psychologie du travail et vous avez publié ce livre, Le salaire de la peine, le business de la souffrance au travail. Bienvenue à tous les quatre. Je voudrais qu'on se concentre vraiment aujourd'hui sur la santé psychique et mentale au travail, sur ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Pascale Gruny, c'est finalement assez récent de s'y intéresser. Pourquoi vous y êtes intéressé de si près ? Il y a un vrai problème, il y a un vrai phénomène ? Alors oui, bien sûr, il y a c'est un vrai sujet. Ouais. Et puis aussi, les entreprises qui soit ne s'en préoccupent pas suffisamment, soit en fait ne savent pas non plus quelle réponse apporter. Parce que là, on a besoin d'experts, parce qu'on n'a pas la science infuse, y compris pour les directeurs des ressources humaines, quand il y a cette fonction-là dans des entreprises plus importantes. Et aujourd'hui, sincèrement, les salariés, ont des difficultés qui sont liées à la psychologie, on va dire, et ont besoin d'être accompagnés. Et j'entendais que vous parliez, dans notre rapport, on l'a mis en évidence sur la productivité, la compétitivité. Quelqu'un qui travaille bien, qui est bien dans son travail, forcément travaille mieux. Et donc ça joue bien entendu sur les résultats financiers de l'entreprise. J'ai entendu qu'une collègue disait on regarde ça sous le biais des financiers, mais effectivement quand vous êtes bien ça va toujours mieux. Donc c'est un vrai sujet dont il faut s'emparer vraiment de manière forte. Elles sont vraiment perdues les entreprises ou elles ont aussi peut-être marre d'entendre parler de ces arrêts maladie pour burn-out parce que c'est aussi un vrai sujet. Vous avez peut-être envie de réagir, Sylvaine Perragin? Alors écoutez, moi je ne peux pas répondre pour toutes les entreprises. Je sais que ma pratique est de terrain et oui, il y a un véritable sujet sur les risques psychosociaux. Il y a une vraie souffrance au travail.
Le but, l'action n'est pas d'évaluer la qualité de vie au travail, mais d'évaluer la souffrance. Moi, je dénonce beaucoup cette dérive sémantique qui fait ne plus nommer la réalité. C'est-à-dire que, vous savez, quand j'ai commencé à m'intéresser aux risques psychosociaux, au stress au travail, c'était Christophe Dejour qui fondait la psychodynamique du travail. Il parlait de pathologie mentale au travail il y a 20 ans. Il parlait de pathologie mentale au travail. Donc, autant vous dire que la pathologie mentale au travail, c'est pas très sexy. Donc, on est passé au stress au travail, mais c'était encore trop fort, le stress au travail. Donc, on est passé aux risques psychosociaux. Bon, c'était pas encore très vendeur, donc on est passé à la qualité de vie au travail. Et puis ensuite, on est passé au bien-être au travail, et maintenant, on en est au bonheur au travail. Donc, si vous voulez, c'est pas de ça qu'on parle. Nous parlons de la souffrance au travail. Et il y a une vraie souffrance au travail, et c'est un véritable problème. Et des entreprises perdues ou pas ? Alors, moi, quand j'ai commencé, je vais vous dire, quand j'ai commencé, les entreprises, elles étaient vraiment perdues. Ça, c'est une réalité. C'est pas leur travail, c'est pas leur boulot, c'est pas leur spécialité, c'est pas leur expertise, si vous voulez. Donc, elles ne savaient vraiment pas quoi faire de ces salariés qui souffraient, et elles avaient besoin d'aide et de conseils, etc. Maintenant, moi, j'ai écrit ce livre pour dénoncer aussi une espèce de récupération, parce que vous savez que le marché récupère tout. Alors bon, il a aussi récupéré ça, et du coup, j'ai l'impression, il faut probablement y apporter des nuances, mais j'ai l'impression que les bonnes réponses ne sont pas données à de vraies questions, puisque ce sont toujours les mêmes questions qui se posent depuis 20 ans et que les gens continuent de souffrir massivement. Et je vais même donner un chiffre, c'est une étude du cabinet Technologia, alors publiée en mai 2014, donc ça date un petit peu. On parlait de 3,2 millions de personnes exposées à un risque élevé de burn-out. Alexandre Jost, quel est votre point de vue ? Est-ce qu'il faut aller même carrément vers une reconnaissance de ce syndrome en maladie professionnelle, parce que certains le demandent ? Alors moi, en préparant cette émission, je me demandais quelle était la réponse à cette question. Je n'ai pas de point de vue tranché. J'ai envie de dire que les entreprises manquent encore d'outils pour être face à peut-être cette reconnaissance. Et pour donner un exemple, comment mesurer ? Comment opérer cette mesure de la souffrance au travail ? Une des propositions de la Fabrik Spinoza, c'est de dire qu'il faudrait rendre obligatoire l'auto-évaluation de la qualité de vie au travail, qui comprendrait aussi les questions de souffrance. Et à l'image C'est-à-dire auto-évaluation ? Auto-évaluation, c'est que le gouvernement, l'État, la puissance publique, établissent une sorte de référentiel à l'intérieur duquel chacune des organisations bâtit son propre questionnaire. Donc un système où à la fois l'entreprise est guidée, d'une part, et d'autre part, elle est libre de choisir des questions qui sont en lien avec ses spécificités. Et munie de cet outil, auquel elle aurait besoin, obligation de faire référence, elle pourrait mesurer régulièrement la qualité de vie au travail. Et munie de cet outil, vous connaissez le problème, ce qui n'est pas mesuré n'est pas managé, elle pourrait être tenue responsable d'une évolution dans un sens ou dans l'autre, de sa mal-être ou de ce bien-être. Et peut-être une deuxième pierre à l'édifice, en tout cas philosophique, c'est de dire que je pense qu'on a une tendance en France à chercher un unique responsable. Dans notre langage à nous, le bonheur au travail, et donc également son versant opposé, la souffrance au travail, est une co-responsabilité entre l'organisation, le manager et le collaborateur. Ne soyons ni à penser tel... Et on ne crie pas à rose sur les chefs d'entreprise ou les managers. Exactement. On n'est ni dans une philosophie bouddhiste ou extrêmement américaine qui considérait que l'individu peut être heureux malgré tout dans un contexte toxique, ni à penser que c'est l'institution, l'organisation, le patron qui était exagérément... Le méchant patron, le gentil salarié qui va mal, quoi. Bruno Dupuis, peut-être, juste pour terminer ce tour de table, et je vous laisse la parole ensuite. Bruno Dupuis, qu'en pensez-vous ? Tout d'abord, je pense que je vais prendre le problème du côté du verre à moitié plein, parce que le travail, c'est aussi quelque chose qui structure, qui permet de s'épanouir, de vivre bien. Si on prend le chômeur, le demandeur d'emploi, et qu'on regarde ce qui se passe de ce côté-là, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est dans un monde où il y a de plus en plus de transformations dans l'entreprise, d'accélération, de transformations permanentes, et qui sont forcément une source de déstabilisation, d'inquiétude. Et ça retombe sur le salarié quand même. Qui peuvent être assez mal prises en charge, assez mal évaluées. Quand on pose une nouvelle organisation, c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours très bien traité. C'est-à-dire sur une approche de prévention primaire où on réfléchit
je veux dire, avant d'agir et où on met en place des mesures correctives, des mesures d'accompagnement. Mais disons que ces changements, vous les vivez mieux si vous avez un haut poste et que vous êtes bien payé, plutôt que si vous êtes un petit salarié qui gagne peu et qui a peu de reconnaissance. Et puis après, la dernière chose que je voulais dire, c'est attention aussi aux effets de mode. On parle de burn-out maintenant, c'est presque, je veux dire, le truc à la mode, c'est mieux que de faire une dépression nerveuse, parce que ça c'est moins chic. Je veux dire, attention à ceux dont on parle. Et puis, dernière petite chose, et puis j'en aurais terminé, je m'inscris en faux sur ce qui a été dit au départ, sur la France mauvais élève de l'Europe, je pense que c'est faux. Je veux dire, et tous les chiffres le montrent sur la santé au travail. On a des progrès à faire, mais si on regarde ce qui s'est passé au fil des décennies, on a fait des progrès considérables sur la sinistralité dure quand même. Alors, c'est jamais assez, hein, on est d'accord, mais si vous regardez, on a fait des progrès considérables. Il reste des choses à traiter. Il reste à accompagner les entreprises et à leur offrir, dans un système qui aujourd'hui est très éclaté entre trop d'acteurs, complètement d'accord sur ce qui est dit sur la gouvernance. Les entreprises ne savent pas à qui s'adresser. Et quand on parle de la sinistralité dure, effectivement, mettre un carter sur une machine, c'est un truc d'ingénieur. Quand on s'attaque à une organisation et à des questions managériales, là, on est vraiment sur des sujets où il y a plus de besoin d'équipes, de pluridisciplinarité. Et les entreprises, je veux dire, ne savent pas très bien à qui s'adresser. Il y a un besoin de conseil qui est mal organisé aujourd'hui dans le système tel que qu'il fonctionne. Est-ce que vous dites fait réagir Pascale Gruny puis Sylvaine Perragin, j'imagine. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous allez être satisfait parce que dans nos préconisations, on propose en fait que la médecine du travail fasse un questionnaire anonyme dans les entreprises sur la qualité de vie au travail. Donc, pour justement connaître effectivement, et après que le médecin du travail, parce que c'est vraiment il est au centre aussi de notre rapport avec l'humain, la personne humaine, mais qui puisse justement après aider, et notamment pour faire les réponses avec les risques psychosociaux. Sur le burn-out, moi je suis d'accord avec vous, burn-out, moi je me suis fait expliquer par un psychologue parce que tout le monde disait ça et je me dis, mais je ne sais pas ce que c'est, donc c'est vraiment autre chose. Il y a effectivement la déprime, la dépression, le burn-out, voilà, et les psychologues savent assez bien mettre derrière ce que c'est, donc ça c'est vraiment important. Le Danemark, parce que moi aussi, je rebondis sur un exemple pris dans votre rapport. Oui, tout à fait. Mais sur les risques psychosociaux, ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils sont en difficulté. En revanche, la culture de la bienveillance au Danemark... Avec un classement des entreprises, je crois. Oui, des smileys, en fait, pour les entreprises. Et comme ils sont, en fait, en plein emploi et qu'ils ont des difficultés à recruter, le smiley, voilà, voilà, c'est ça. Le bien-être au travail est pris en compte. Mais sincèrement, de savoir que le Danemark a aussi ses problèmes par rapport aux risques psychosociaux, mais là où ils sont meilleurs que nous, c'est qu'en fait, chacun s'occupe de son voisin, c'est-à-dire que c'est pas seulement le problème de l'encadrant, celui qui est en bas, l'ouvrier, il va prêter une attention forte aussi à son collègue. Et avant de vous laisser poursuivre, je vous redonne quelques chiffres puisqu'ils sont assez récents. C'est le baromètre santé et qualité de vie au travail de l'IFOP pour Malakoff Médéric Humanis qui a été publié courant septembre. Voilà ce qu'il nous dit. 46% des salariés du privé interrogés estiment que leur rythme de travail s'est intensifié dans la dernière année. 53% s'estiment fatigués physiquement. 54% disent même être épuisés physiquement. 38% disent travailler de plus en plus chez eux. Et point positif, 56% des sondés trouvent que leur entreprise se soucie plus de leur bien-être au travail. Donc les choses sont peut-être un peu en train de changer, Sylvaine Perragin. J'espère vraiment que les choses sont en train de changer. Alors, plusieurs réflexions par rapport au burn-out. Probablement que ce terme est employé et galvaudé, c'est tout à fait possible. Maintenant, moi, les gens que je reçois qui sont en épuisement professionnel, je peux vous dire que c'est pas un effet de mode. Ça me paraît extrêmement ennuyeux de parler d'effet de mode. D'abord parce qu'il y a eu des précédents qui n'ont pas été très heureux. Ensuite, parce que moi, ça fait 20 ans que je reçois des gens et ça fait 20 ans que je vois des gens... On parle du terme qui est utilisé sur ce qu'est le burn-out. Oui, mais justement, si vous voulez... Il y a des gens qui souffrent et il y a beaucoup de gens qui souffrent et il y en a de plus en plus. Par rapport au changement, ce que vous disiez sur les changements dans les entreprises et sur l'accompagnement du changement qui doit être mis en place, c'est tout à fait certain que c'est très important de mettre en place un accompagnement du changement. Il faut savoir que les entreprises ont de telles répétitions et récurrences de changements que ça devient insupportable. Et qu'en fait, c'est pas tellement de changer, parce que tout le monde est d'accord pour changer, apprendre de nouvelles choses, etc., avec plus ou moins de résistance ou plus ou moins d'attrait. Le problème, c'est que ça change tout le temps.
si vous voulez. C'est que les réorganisations internes, elles sont permanentes. Et donc, quand vous travaillez, vous avez besoin à un certain moment d'asseoir votre... De repères, de stabilité. Bien sûr, d'un petit peu, un petit peu, si vous voulez. Vous avez des réorganisations dans les grandes entreprises à peu près tous les ans et demi. Et on peut même changer de place tous les jours maintenant. Mais bien sûr, c'est insupportable. J'étais avant-hier dans une entreprise pour faire une présentation où les gens me disent, mais nous, on a... ah, mais vous savez, nous, on a des espaces dynamiques dans notre entreprise, on a des espaces dynamiques. Alors, je dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ça, les espaces dynamiques? Je ne sais pas, excusez-moi. Alors, les espaces dynamiques sont en fait des open space dans lesquels on a mesuré, parce qu'on mesure beaucoup, hein, on a mesuré que en calculant le nombre d'absents, le nombre d'arrêts maladie, le nombre de gens qui sont en vacances, on n'a pas besoin de 15 bureaux, même s'il y a 15 salariés, on a besoin de 10 bureaux. Voilà. Le calcul est juste, hein, le calcul est juste, sauf qu'il y a des matins où il y a 15 personnes. Et c'est le premier arrivé qui a le meilleur bureau. Voilà. Donc, si vous voulez, l'entreprise, je ne sais pas si elle est perdue, mais ça, il ne faut pas le faire. Et ça, c'est une évidence, si vous voulez. Alexandre Jost, on parle aussi de plus en plus de télétravail. Est-ce que ça peut être une piste pour améliorer le bonheur au travail, le bien-être au travail? Oui, je pense, mais une piste représentative d'un enjeu plus large qui est de donner plus d'autonomie, de liberté, de confiance aux collaborateurs. Après, est-ce que ça passe par le télétravail? Oui, parce que le télétravail permet d'éviter une fatigue dans les transports, parce qu'il permet de gérer des enjeux de vie privée. Hein. Je suis papa d'un jeune enfant, je comprends bien. Pardon? Mais on est soupçonné de rien faire par l'entreprise. Non, justement, ne distillons pas la défiance. Je pense que les managers sont en train d'apprendre à gérer cette complexité et travailler avec des gens qui sont absents parce qu'ils sont chez eux. Mais non, un climat de confiance peut s'installer, je pense. Peut-être sur la caricature éventuelle des espaces de travail, on réalise en ce moment un rapport sur les nouveaux espaces de travail et l'expérience collaborateur à la Fabrique Spinoza, et ce dont on s'aperçoit, c'est que certes, les entreprises utilisent cette flexibilisation pour réduire l'espace immobilier, mais aussi pour transformer des places qui étaient des bureaux individuels en des espaces pour téléphoner, des espaces pour avoir des réunions créatives, pour avoir des réunions, et ce dont manquent cruellement les gens aujourd'hui, qui sont touchés par le bruit, par le fait d'être isolés dans leur bureau. Donc je pense que sur le phénomène spécifique de la transformation des espaces de travail, on va vers un mieux qui est une compréhension des fonctions, des activités et donc des espaces nécessaires au travail. Et pour donner une portée plus large à ce propos, je pense que ça va dans le sens que l'entreprise commence vraiment à se préoccuper de la question du bien-être au travail pour des questions de génération, des questions de performance. C'est ce que dit l'enquête IFOP. Hein. C'est ça. Et des questions morales et éthiques. N'oublions pas, je pense qu'il y a quand même une forme de spiritualisation, de prise en compte d'enjeux globaux, environnementaux, sociaux, sociétaux, et donc de bien-être dans les entreprises. Et tout ça va dans le sens que l'entreprise développe des nouveaux outils, approfondit son analyse en étant accompagnée par les professionnels que nous sommes autour de la table ou les politiques présents ici. Je voudrais qu'on s'intéresse à la santé au travail des fonctionnaires, parce que l'État est un employeur et pas des moindres. Il emploie plus de 5,5 millions de Français. On a vu les policiers manifester hier contre leurs conditions de travail désastreuses. Je rappelle, plus de 50 suicides cette année. Aujourd'hui, ce sont les instituteurs et les directeurs d'école qui manifestaient. Rassemblement dans toute la France, là aussi après un suicide, celui d'une directrice d'école à Pantin en Seine-Saint-Denis. Alors, l'État se soucie-t-il suffisamment de la santé au travail de ses employés? Je vous pose la question dans un instant. On va d'abord écouter Fabien Gay, le sénateur communiste qui est en salle des conférences avec Tam Tranui. Fabien Gay, plus de la moitié des écoles de Seine-Saint-Denis fermées aujourd'hui en hommage à cette directrice qui s'est suicidée et qui a justifié son geste par ses conditions de travail. Tout d'abord, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, toutes les condoléances à sa famille et ses proches, à ses collègues de Pantin, à l'ensemble du corps enseignant de Seine-Saint-Denis, mais au-delà, parce que sa lettre est bouleversante. Je l'ai lue et comme chacun d'entre nous, elle m'a remué le ventre. Alors, je pense qu'il faut, dans ces moments-là, il faut être extrêmement digne. Un suicide, c'est un faisceau de choses, mais ce qu'elle a écrit, c'est le souffrance au travail. Oui. Elle nous alerte collectivement à réagir. Et c'est présent dans le corps enseignant, mais bien au-delà, chez l'ensemble des fonctionnaires. Et donc, oui, vous jugez que cette situation, elle est généralisable et qu'elle va au-delà même de l'éducation nationale? La question de la souffrance au travail, oui. Je rencontre beaucoup de fonctionnaires, mais par exemple avec Hélène Assassi, la présidente du groupe, on a rencontré beaucoup de fonctionnaires en Seine-Saint-Denis. Ils nous disent qu'ils perdent le sens de leur travail. Ils se mettent au service du public
on rentre dans la fonction publique car on a envie de servir l'intérêt général et ils se retrouvent pris dans une machine où on leur parle rentabilité, où en fait on est managé comme dans le privé. Tâches chronophages, là, disait-elle aussi. Oui, perte de sens, c'est on se met au service du public et on nous parle rentabilité. On est managé comme dans le privé, c'est les mots qu'on entend. Et donc cette souffrance au travail, c'est une réalité aujourd'hui chez les fonctionnaires, mais aussi chez beaucoup d'hommes et de femmes du privé. Vous savez, on y passe beaucoup de temps au travail. Vous aussi, moi aussi, l'ensemble des salariés de ce pays. Être bien dans son travail, c'est une grande partie de sa vie. Et quand on n'y est pas bien, eh bien, c'est une souffrance et on l'a à cœur. À qui la faute pour vous? Des directeurs dénoncent aujourd'hui, je les cite, l'incurie, le silence de l'État, mais aussi de la mairie, concernant son cas. Bon, là, c'est le moment du recueillement. Après, il faudra poser des mots. Je dirais la politique d'austérité, celle qui fait qu'on pressurise, celle qui fait qu'on a plus d'enfants dans les classes, celle qui fait qu'on a moins de temps pour les tâches administratives. Ça a une réalité, après concrète, ce qu'on décide au Parlement, elle se traduit dans les actes. Donc cette politique-là qui réduit toujours les moyens, qui pressurise, elle a un coût. Et puis elle n'est pas arrivée avec Emmanuel Macron, cette souffrance au travail. Mais par exemple, pouvons-nous poser la question de la disparition des CHSCT quand on a fusionné les instances. Comité d'hygiène et de sécurité, oui. Avant, il y avait un moment où les salariés pouvaient parler du bien-être au travail. Ils ne l'ont plus aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité et ça manque dans beaucoup d'entreprises. Eh bien, merci beaucoup Fabien Gay d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup Tam. À tout à l'heure. Pascal Gruny, il n'est pas exemplaire l'État en matière de santé au travail. Ah non, je vais dire que là, c'est parents pauvres. On va dire. D'ailleurs, il y a un rapport qui va être fait par notre collègue Charlotte Lecoq sur le sujet et j'espère qu'on pourra s'en emparer nous aussi au Sénat. C'est sincèrement, et puis là, quand on parle derrière le suicide de cette directrice, enfin, franchement, c'est insupportable. Mais moi, pour suivre, parce qu'au moment des mutations des postes scolaires, pour avoir fait un suivi comme ça d'une personne, je peux vous dire qu'il n'y a pas de gestion de ressources humaines. C'est-à-dire qu'on envoie une maman, 2 enfants à 80 km de son domicile, alors qu'il y a une jeune institutrice qui vient de sortir, elle va être à 5 km. J'en ai discuté, moi, avec le ministre Blanquer, qui m'a dit ça va être mon prochain chantier, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines. Et dedans, bien entendu, la santé au travail pour les fonctionnaires qui est indispensable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on entend Bruno Dupuis dans le discours des fonctionnaires. Ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on essaye de calquer le privé sur le public. Mais ce qu'on n'a pas calqué, en tout cas, c'est là que l'État n'est pas exemplaire. L'État, et d'ailleurs dans les 3 fonctions publiques, disons-le, sur tout l'aspect médecine de prévention, c'est une déshérence complète. Je veux dire, clairement, le système est peut-être perfectible dans le secteur privé. On a fait un rapport avec Charlotte Lecoq qui propose un certain nombre de pistes. Je suis très, très impatient de voir ce que va proposer Charlotte Lecoq sur le secteur public, parce que là, effectivement, on a une vraie déshérence. C'est-à-dire qu'il y a ce que dit Pascal Gruny sur la gestion des ressources humaines et sur cette dimension, je dirais, de prévention, d'évaluation en amont. Et je pense qu'il y a un très gros besoin, parce qu'on a des gros sujets de transformation de l'appareil public aujourd'hui qui sont devant nous, qui sont nécessaires et qu'il va falloir accompagner de façon importante, parce que, je veux dire, finalement, l'histoire de certaines transformations comme celle de France Télécom, c'est effectivement, je veux dire, des transformations très rapides, à marche forcée, et où le système, à un moment donné, converge sur les personnes et les plus fragiles explosent. Sylvaine Piragin. Oui, je voudrais dire plusieurs choses sur l'évaluation et sur le fait qu'on fait des rapports. Et moi, je trouve ça très bien parce que ça permet d'augmenter la prise de conscience autour de ces sujets-là. Avant de venir, je suis tombée sur un rapport, une mission d'information du Sénat qui avait eu lieu en 2010 où vous aviez, je ne sais pas si c'était vous, mais il y avait un certain nombre d'autres sénateurs qui avaient interviewé une 50aine de personnes. Et à l'intérieur dans ces personnes, il y avait Muriel Pénicaud qui était là en tant que DRH de chez Danone. Et c'était très intéressant ce qu'elle disait, parce qu'en tant que DRH de chez Danone, elle disait les CHSCT n'ont pas suffisamment de pouvoir, de périmètre d'action. Relisez cette interview et cette intervention de Muriel Pénicaud et d'autres, pas seulement d'elle, qui était très très intéressante. Elle disait autre chose.
Elle disait les problèmes, on les connaît et on sait très bien où il faut prendre les décisions pour que l'on puisse réduire le stress au travail et la souffrance au travail. C'était une mission d'information spécifique sur la souffrance au travail, pas sur toute la santé au travail. Et elle disait, ce sont dans les conseils d'administration qu'il faut prendre les décisions, il faut desserrer, alors ça c'est moi qui le dis, c'est pas elle, mais moi je dis, il faut desserrer les taux financiers, si vous voulez, parce que le problème n'est pas de gérer la qualité de vie au travail, le problème c'est de gérer la qualité du travail. Qu'est-ce qui fait que cette directrice d'école s'est suicidée? Qu'est-ce qui fait que j'ai rencontré malheureusement beaucoup de suicides au travail ou dus au travail dans ma carrière? C'est que les gens ne peuvent pas travailler correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ils l'entendent, comme ils pensent que c'est bien de travailler. On a tous une représentation de ce que c'est qu'un travail bien fait. Et quand on n'a pas les moyens de faire correctement son travail, c'est-à-dire de faire du travail de qualité, eh ben, on est confronté à petit une baisse de l'estime de soi, si vous voulez. Et c'est on n'aime pas ce qu'on fait, on n'aime pas la manière dont on le fait, donc on n'aime pas. Mais on n'aime pas la personne qu'on devient, si vous voulez. Et or, moi, je rencontre des gens qui ont envie de faire bien leur travail. Et c'est pour ça qu'ils résistent et qu'ils essayent de le faire malgré tout. Ils se battent jusqu'à un moment où ils tiennent plus. Après, peut-être un petit peu d'espoir quand même, c'est que je ne manque pas d'espoir. Je sais, tout à fait. Mais, je ne veux pas qu'on confonde des problèmes, si vous voulez. Je suis d'accord avec vous. Ce dont vous parlez, c'est la qualité du travail à empêcher. Et d'après nos analyses à la Fabrique Spinoza, on a établi 12 grands leviers du bonheur au travail, du bien-être au travail. Il n'y a pas de bonheur au travail, ce n'est pas le sujet. Alors, c'est un autre débat. Non, mais employons des mots. Le bonheur n'est pas un sujet du travail. 12 leviers pour aller mieux au travail, peu importe ce qui nous importe. Pourquoi on ne peut pas parler de bonheur au travail? On a le droit d'être heureux au travail. C'est un sujet individuel, le bonheur, c'est pas un sujet collectif. C'est pas parce qu'il est individuel. Le bien-être. Je pense que le rôle de l'entreprise, c'est de créer les conditions favorables à la bonne qualité du travail et à l'épanouissement au travail. Et après, que cet épanouissement se produise ou pas, dépend de beaucoup de choses qui vont au-delà de l'entreprise. En tout cas, ce dont je voulais parler, c'est que ces 12 leviers d'épanouissement au travail, de qualité du travail, ils sont nombreux. La formation, la gouvernance, la convivialité, la rémunération, le travail lui-même, le management, la reconnaissance. Et que donc, dans une entreprise dans laquelle le temps imparti aux tâches serait réduit, eh bien, aurait, et je ne l'encourage pas du tout, mais aurait encore à sa disposition d'autres leviers pour favoriser l'épanouissement au travail. Nous, on résume ça en disant, on est aussi un organisme de formation, le bonheur au travail, ça s'apprend pour des managers, ça s'apprend pour des leaders et ça s'apprend également pour des collaborateurs, de telle sorte à ce que si l'entreprise est nocive, ils puissent trouver malgré tout, et ça n'est pas la solution, mais des mécanismes pour se protéger. Et je pense qu'en attendant d'avoir opéré une transformation systémique des mentalités, peut-être même du capitalisme et des organisations, il faut aussi donner aux collaborateurs des moyens pour se protéger, pour retrouver de l'apaisement, d'utiliser leur corps dans le travail. Il faut jouer sur tous ces leviers en même temps. Et il nous reste à peine 20 secondes. Les faire participer aussi au changement. C'est-à-dire que le changement, il ne doit pas s'imposer. Je pense qu'au contraire, et on peut trouver d'ailleurs de meilleures idées dans l'organisation quand ce sont justement pour eux-mêmes. Et je crois qu'à un moment donné, il y avait ces réunions, alors je ne me souviens plus comment ça s'appelait, dans l'entreprise, et qui permettaient justement à chacun de pouvoir participer. Et à ce moment-là, c'était démocratie de terrain, absolument. Et on s'arrêtera là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Sénat en clair. Allons plus loin. Continue dans un instant le match des idées, on va parler économie. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Élie Cohen, bienvenue, bonsoir. Vous êtes économiste et directeur de recherche au CNRS et nous attendons face à vous Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos qui devrait arriver dans 1 minute tout au plus. D'abord vous évidemment Élie Cohen, est-ce que cette décision de l'OMC se justifie? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous avez été surpris? Non, pas surpris du tout. Vous savez, cette querelle Airbus-Boeing, ça remonte à il y a 15 ans exactement. Ça a démarré en 2004. Les premières plaintes contre Airbus par Boeing, relayées par le gouvernement américain, concernaient 2 dispositifs qui avaient objectivement favorisé le développement et le décollage d'Airbus, qui étaient ce qu'on appelait un système d'avance remboursable. C'était des crédits qui étaient faits et qui n'étaient remboursés que s'il y avait un succès. Ça, c'était le premier élément qui avait été utilisé. Et en plus, il y avait la stratégie délibérée d'un certain nombre de gouvernements, le gouvernement allemand, le gouvernement français et le gouvernement américain, qui visaient à créer une concurrence à Boeing, parce qu'à l'époque, on ne supportait pas le monopole de fait
qu'avait Boeing. Donc c'est une entreprise délibérée de la part d'un certain nombre de pays pour constituer un champion européen. Et ce champion européen a formidablement réussi. Et il y a eu, dès que la plainte américaine a été déposée, des tas d'études qui ont montré qu'effectivement ces aides avaient un effet de distorsion de concurrence. Donc le fait de créer un champion européen a limité les capacités de développement de Boeing. Mais les Européens ont tout de suite dit « mais les Américains aident aussi Boeing ». Comment les Américains aidaient-ils Boeing? Ils les aidaient là aussi par un double dispositif. Le premier dispositif, c'était un système de crédit d'impôt. Et le deuxième dispositif, c'est que comme Boeing est à la fois militaire et civil, en commandant des appareils militaires et en payant le développement de ces appareils militaires, en fait, on aidait indirectement les avions civils. Donc, il y a eu une double plainte, des Américains contre les Européens d'abord, puis des Européens contre les Américains, et tout ceci a cheminé longuement. Et au bout de N années de procédure, on arrive maintenant à la première décision qui a été prise par l'OMC contre Airbus et les Européens. Et je vais vous confier un secret, dans les 6 mois qui viennent, il y aura une nouvelle décision de l'OMC qui condamnera Boeing et les Américains, et on arrivera probablement à un quasi-équilibre dans les sanctions respectives. Parce que... Donc vous n'êtes pas inquiet, vous ne parlez pas d'une guerre commerciale qui va être sans merci? Non, parce que si vous voulez, ce qui est en train de se passer, c'est que ce télescope avec cette affaire Airbus-Boeing qui date d'il y a 15 ans, en fait, une conflictualité commerciale nouvelle qui est voulue par Trump. Trump estime que les... On entend se réjouir d'ailleurs de parler de victoire pour les États-Unis. Trump estime que l'Europe fait une concurrence déloyale aux États-Unis, non seulement à travers les aides publiques, mais même à travers la sous-évaluation de l'euro par rapport au dollar. Il trouve tout à fait anormal que nous ayons des excédents commerciaux permanents, notamment les Allemands, dans le domaine de l'automobile. Et donc, il a déclaré une espèce de guerre commerciale à l'Europe. Il a même dit que d'une certaine manière, l'Union européenne était l'adversaire des États-Unis et qu'il voulait remettre en cause cet excédent commercial européen, et il voulait donc le corriger, non pas par les voies de l'OMC, mais par des mesures unilatérales, d'où par exemple le projet de taxation de l'importation des automobiles allemandes ou du vin français. Donc ce n'est pas la même chose. Je dirais... La condamnation d'Airbus aujourd'hui, ça prouve que l'OMC fonctionne encore. D'accord, et fait bien son travail. Et c'est bien son travail. La guerre commerciale que veut mener Donald Trump, en remettant en cause toutes les règles du multilatéralisme, en prenant des mesures unilatérales, etc., ça, c'est autre chose et il ne faut pas confondre les deux. Parce que c'est quand même un vrai sujet, notamment pour les consommateurs que nous sommes tous. Je voudrais juste qu'on regarde quelques chiffres et on accueille Dominique Seux qui vient d'arriver. Bienvenue. Washington a tout de suite annoncé la mise en place dès la mi-octobre des droits de douane de 10% sur les avions, de 25% sur d'autres produits industriels et agricoles importés de l'Union européenne, dont le vin français, le fromage italien et le whisky écossais. Ça va quand même être très vite concret pour les consommateurs, Dominique Seux. Oui, effectivement, depuis que les guerres commerciales sont lancées entre les États-Unis et le reste du monde, pour une partie importante des opinions européennes, mais asiatiques, ça n'était pas très concret. On ne savait pas jamais très bien où on en était. Là, le mot d'Airbus et rétorsion en face d'Airbus, le vin, le fromage, etc., ça devient très concret. Alors évidemment, la grande question qui se pose, c'est de savoir comment vont réagir les Européens. Est-ce qu'ils vont aller vers l'escalade ou la désescalade? Ils ont déjà parlé de mesures de rétorsion. Ils ont parlé de mesures de rétorsion, mais ils ne les ont pas encore appliquées. Non. Et donc, il y a des discussions en cours en ce moment même à Bruxelles et entre les capitales européennes pour savoir s'il vaut mieux avec Donald Trump répondre durement ou au contraire envoyer des signaux pour dire « Allez, nous sommes prêts à négocier, à faire un geste ». En réalité, les Européens ont quelques atouts dans leur manche. Et il y a un atout qui n'a pas été tellement mentionné jusqu'à maintenant. Ils sont en train de réfléchir, ces minutes même, à ressortir un vieux contentieux qui date d'une quinzaine d'années de 2004, une sanction de 4 milliards de dollars obtenue par l'Europe contre les États-Unis qui n'a jamais été appliquée. Et en fait, les Européens vont faire passer probablement cette nuit, dans les heures qui viennent, le message à Washington que si vous continuez comme ça, si vous ne vous mettez pas autour de la table de négociation, nous allons regarder sous le tapis, dans les fonds de tiroir, et nous allons retrouver des choses. Mais comment faut-il réagir avec Donald Trump? C'est quand même la grande question. D'abord, le principal point sur lequel il faut insister, c'est encore une fois, il ne faut pas tout confondre. La querelle Airbus-Boeing, c'est une très vieille querelle, ça date d'il y a 15 ans, et il y a une procédure qui est en cours, et à mon avis, on n'a pas du tout intérêt
par exemple, à réagir aujourd'hui aux mesures de rétorsion américaines qui sont tout à fait légitimées par l'OMC, puisque l'OMC autorise pour 7,5 milliards de mesures de rétorsion. Ce que j'ai entendu de la part du gouvernement qui dit on va réagir tout de suite dans le cadre européen, non. Non, la décision de l'OMC est une décision parfaitement légitime. Il y a un processus qui est en cours et je vous dis, c'est Boeing qui va être bientôt condamné dans les 6 ou 9 mois qui viennent et il y aura des mesures de rétorsion qu'on pourra prendre tout à fait légitimement. Ça, c'est le cadre multilatéral qui fonctionne correctement. Autre chose est le caractère un peu sauvage et prédateur de Trump qui dit je vais m'attaquer à l'automobile allemande ou je vais m'attaquer au vin français. Là, il sort complètement des cadres, il veut prendre des mesures unilatérales, il veut remettre en cause les règles de fonctionnement de l'OMC. Il y a pire encore, vous savez que Trump essaye de bloquer le fonctionnement de l'OMC actuellement, puisque au sein de l'OMC, l'organe de règlement des différends est paralysé par le fait que les États-Unis n'ont pas nommé un certain nombre de juges, donc le travail de l'OMC est ralenti. Notre intérêt à nous est de défendre le multilatéralisme. Notre intérêt est de défendre l'OMC et le bon fonctionnement de l'OMC. Donc il ne faut pas tout mélanger. Je compléterai effectivement, comme Élie le dit bien, il y a les aspects juridiques, il y a les aspects économiques, mais il y a aussi un aspect psychologique dans ces affaires-là. Donald Trump, en prévision de la prochaine campagne présidentielle, veut naturellement pouvoir dire à ses électeurs américains, notamment dans le Middle West, nous ne nous laissons pas marcher sur les pieds. Et ensuite... C'est de la com, hein, voilà, politique, il y a aussi de la com. Souvenez-vous, il y a un parallèle qui va vous étonner, mais je ne sais pas si vous vous souvenez qu'aux commémorations du 11 novembre 2018 à Paris, il y avait eu des passes d'armes entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Il y avait eu des noms d'oiseaux qui avaient été envoyés. Et la grande question à l'Élysée, c'était de savoir s'il fallait réagir ou pas. L'ambassadeur de France à Washington, Gérard Haro, qui vient de sortir ses mémoires, raconte dans ses mémoires qu'il avait conseillé à l'Élysée, à la France, de ne pas surréagir parce que Donald Trump, disait-il en filigrane, c'est un enfant. Vous lui donnez une tape, il va vous en donner une plus grosse et ça ne s'arrêtera jamais. Donc, il adore ça. Ravalez un peu votre colère, votre dignité et à la fin, c'est vous qui gagnez. La grande question, c'est de savoir si les 28, 27 Européens vont ensemble ravaler leur dignité et avaler leur chapeau. Ça n'est pas tout à fait sûr. Et ça nous amène au deuxième thème de ce match, et c'est un petit peu lié au premier, les conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique. On y parle notamment de la taxe GAFA, qui elle aussi aura des répercussions sur le porte-monnaie du consommateur. Amazon a même déjà augmenté ses prix depuis le 1er octobre. On va en parler ensemble. D'abord, je voudrais qu'on écoute le rapporteur Gérard Longuet, le sénateur LR, est au micro de Tam Tranui en salle des conférences. Et oui, Gérard Longuet, d'abord, on revient sur la principale préconisation de votre rapport, l'instauration d'un forum du numérique. En quoi cela consisterait exactement? C'est un rendez-vous de 2 ans, pas plus, il ne faut pas l'éternité, avec essentiellement les pouvoirs publics, le gouvernement, le Parlement et naturellement tous les professionnels du numérique et ceux qui sont concernés, c'est-à-dire essentiellement les consommateurs et les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que manifestement, il y a de bonnes décisions, mais elles ne sont pas nécessairement suffisantes, elles ne sont pas nécessairement coordonnées, et surtout, on n'arrive pas à savoir quelles sont les lignes de force durables du gouvernement. Oui, voilà. Effectivement. Donc le forum, c'est un lieu de rencontre. Maintenant, la décision, elle appartient au Parlement sur un projet de loi gouvernemental. Effectivement, vous jugez que le gouvernement manque de stratégie globale et visible. Qu'est-ce que vous pensez de sa mise en place de la taxe GAFA? C'était là l'un des combats de Bruno Le Maire. Alors, c'est une bonne étape, c'était un signal d'alarme. Nous l'avons voté sans y croire, et d'ailleurs nous avons eu raison parce que on ouvre le combat avec les GAFAM, mais le combat n'est absolument pas terminé. Il ne faut pas croire du tout que cette taxe est un aboutissement. Ce n'est qu'une étape dans un jeu tactique qui consiste à faire en sorte que les grandes nations, celles de l'OCDE, les nations européennes en tous les cas, mais peut-être aussi en Amérique du Nord, déjà ça bouge aux États-Unis et au Canada, acceptent l'idée que ces gens doivent payer leurs impôts comme tout le monde, et sans doute à partir du chiffre d'affaires qu'ils réalisent dans un pays. Ce qui est réalisé en France doit supporter l'impôt français. Mais on voit bien que c'est déjà un combat, et on a déjà eu la réponse d'Amazon qui répercute ça sur les tarifs de vente pour les commerçants qui utilisent la plateforme, et à terme
pour les Français. Oui, parce que si vous voulez, de toute façon, les impôts sont toujours payés par les consommateurs in fine. Mais ce qui est choquant dans l'attitude d'Amazon, c'est qu'Amazon réalise des bénéfices. Ils ne font pas... Enfin, ils réalisent des bénéfices, c'est d'ailleurs pas vrai. En réalité, ils perdent beaucoup d'argent, ils en ont perdu beaucoup, et ce sont les actionnaires qui payent. Mais ce n'est pas... Ils cassent les prix d'une certaine façon, et ils ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer s'ils étaient commerçants comme d'autres commerçants. Et donc, c'est un rappel à l'ordre, mais ce n'est pas un aboutissement, parce qu'il y a une question à laquelle personne n'est capable de répondre. Qu'est-ce que la valeur, ou plus exactement, où se situe la valeur économique quand une affaire est traitée entre la Chine, la France, la Chine qui produit, la France qui peut produire, la France ou l'Angleterre qui achète, et la plateforme qui est installée en Irlande avec des actionnaires aux États-Unis. C'est absolument incompréhensible, et si nous ne tirons pas le signal d'alarme en permanence, il n'y aura pas de solution. Eh bien, merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir répondu à mes questions sur votre rapport sur la souveraineté numérique que vous avez rendu public aujourd'hui. Merci beaucoup Tam. Dominique Seux, un combat féroce là aussi qui risque finalement de retomber sur le consommateur? Non, mais attendez, cette histoire de consommateur, il est tout à fait logique quand il y a une taxe qu'elle soit répercutée. Il y a évidemment un coût politique et médiatique, mais on devrait presque s'en réjouir. Quel est le but de l'opération? C'est bien sûr de remplir les caisses de l'État. Deuxième point, de mettre de l'équité fiscale, mais aussi d'une certaine manière de rendre Amazon moins compétitif par rapport aux petits commerces du coin de la rue, les magasins dans lesquels que les prix redeviennent un peu avec moins d'avantages pour Amazon. Donc si les prix augmentent, Gérard Longuet, les parlementaires devraient être contents de se dire finalement les gens commanderont un peu moins sur Amazon, mais iront retourner. Donc il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est de voir que la bataille se place vraiment sur tous les terrains. On voit Google, on voit Amazon, donc les droits de consommation. Google, il y a un sujet qui concerne les médias de très très près, qui est celui des droits voisins. Alors je ne sais pas si on peut dire un mot maintenant ou on le dira dans quelques minutes. Allez-y, c'est pas tout à fait le sujet, mais allez-y. Sur tous les sujets, en ce moment, il y a une bataille entre les GAFA et la rémunération de ceux qui produisent de la valeur. Où est la valeur? La question a été très bien posée par Gérard Longuet. Est-ce qu'elle est dans ceux qui créent les marchandises ou qui les distribuent à un moindre coût? Est-ce que c'est dans les médias et les journalistes ou est-ce que ce sont dans ceux qui véhiculent dans les tuyaux ou le contenu? Et cette bataille est en train de se faire. On peut quand même dire, avec un petit clin d'œil, que c'est toujours en France que les idées fiscales démarrent. Nous avons une créativité fiscale absolument extraordinaire. Je ne sais pas si ça fait l'envie de toute l'Europe, mais en tout cas, nous pouvons dire que le terrain fiscal est fertile en France. Elie Cohen. Alors, plusieurs remarques. La première, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, l'impôt GAFA, effectivement, a été inventé par Bruno Le Maire, qui en était très fier, et on a eu des grands débats en France sur ce que ça allait rapporter, sur l'assiette, etc. Sauf que, comme ça a été dit, l'impôt GAFA a été enterré très rapidement, parce que Emmanuel Macron a déclaré que, bien entendu, à partir du moment où l'OCDE sortirait une position commune sur la taxation des GAFA, non seulement la France s'y rallierait, mais elle rembourserait, entre guillemets, ce qui aurait été perçu et qui serait le différentiel entre la nouvelle législation type OCDE et la législation française. C'était au sommet de Biarritz. En fait, au sommet de Biarritz. C'était au sommet de Biarritz. On a beaucoup parlé de l'Iran, mais il y avait aussi dans le domaine économique cette affaire-là. Non, mais alors c'est très intéressant parce que du coup, le bon peuple a découvert ce que nous, économistes, nous savons, c'est que ça fait 10 ans à peu près qu'au sein de l'OCDE, il y a un groupe qui travaille sur la fiscalité des multinationales et notamment sur toutes les pratiques d'optimisation fiscale qui permettent, pas simplement aux GAFA, mais à d'autres entreprises d'échapper à la taxation. Et ce groupe approche du terme de son travail et normalement dans les 6 mois qui viennent on devrait avoir les recommandations, je crois que c'est le groupe Saint-Amand, on devrait avoir les recommandations et donc on devrait avoir une doctrine des pays développés en matière de taxation des multinationales et notamment on devrait avoir une réponse à la question qui était posée et qui reconnaîtrait le territoire où se font les transactions comme une base d'imposition. Et donc, on combattrait comme ça les techniques d'optimisation fiscale qui ont été développées. Petite bombe à retardement pour petite bombe à retardement, mais en même temps... Non. Enfin, petite bombe à retardement, oui, mais... par rapport à ce qu'avaient réussi comme optimisation fiscale les GAFA jusqu'à présent. Bien sûr, mais on peut regarder aussi, du point de vue français, le verre à moitié plein, qui est quand même d'avoir mis un pied dans la porte et d'avoir lancé une première pierre dans la mare. Ça fait 2 images, c'est un peu... Mais elles sont claires. Elles sont relativement claires. Elles ont le mérite d'être claires. Quand même, la France a 500 millions d'euros, a quand même mis sur la table cette affaire-là. Et donc, c'est plutôt
positif. Après, évidemment, on voit bien qu'il y a en permanence une bagarre et que c'est vrai qu'on constate que chaque État, chaque nation européenne est toute petite par rapport aux GAFA. Parce qu'évidemment, les consommateurs sont plutôt quand même du côté des GAFA et de Google. En tant que consommateur, on est du côté de Google. En tant que concrètement, oui. En tant que citoyen et contribuable, on est du côté de l'État français. Mais je paye des impôts une fois par an et j'utilise Google 100 fois par jour. Et donc, il y a forcément, dans la bataille de communication, Google n'est pas encore à terre, très loin de là. Un dernier mot, Elie Cohen, sur ce point ? Oui, c'est une fois de plus la preuve qui est donnée que les initiatives nationales, c'est très sympathique, mais c'est quand même beaucoup plus important d'arriver à un point commun établi dans le cadre de l'OCDE avec un nouveau code de conduite et avec l'engagement des principales parties. Parce que ce qui a fait la faiblesse de la position française, c'est que nous n'avons pas réussi à attirer les Allemands dans notre combat. Les Allemands avaient trop peur des mesures de rétorsion, des mesures de rétorsion américaines sur l'automobile. Donc vous voyez, lorsqu'on piétine comme ça les travaux de l'OCDE en disant, comme l'a fait Bruno Le Maire, mais moi j'invente le nouvel impôt, etc. Elie Cohen, il les a peut-être un peu accélérés aussi, parce que la France n'était pas seule dans ce dossier-là. Il y a eu d'autres. Moi je suis les travaux de ce groupe, ils étaient vraiment au bout de leur travail. Allez, troisième et dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est ce coup de chaud sur les bourses mondiales. Hier, la bourse de New York a fini en baisse de 1,86%. La bourse de Londres a perdu plus de 3%. En 2 séances, hier et avant-hier, la cote parisienne a perdu 4,5%. Plusieurs raisons à cela. La publication d'indicateurs américains négatifs, mais aussi, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe, ce coup de pression de Boris Johnson hier à Manchester. Écoutez. Ce que les gens veulent, ce que les pro-Brexit veulent, ce que les anti-Brexit veulent, ce que le monde entier veut, c'est qu'on en finisse calmement avec le sujet du Brexit et qu'on avance. Nous sortirons de l'Union européenne le 31 octobre, quoi qu'il arrive. Alors, Elie Cohen, expliquez-nous, que se passe-t-il sur les marchés financiers ? Est-ce qu'on peut parler d'un vent de panique pour tous les indicateurs dont j'ai parlé ? Non. Écoutez, franchement, non. Je dirais quand une bourse perd 2 points ou 3 points ou 4 points après être montée, comme aux États-Unis, de je ne sais combien, et même en France d'une quinzaine de points, on ne peut pas dire que c'est le crack qui est à nos portes, etc. Non, par contre, il y a 2 ou 3 éléments qu'il faut avoir présents à l'esprit. Oui. Le premier, c'est qu'on a un ralentissement de l'économie mondiale. Maintenant, avec les révisions périodiques qui sont faites, le monde croît de moins en moins vite. Et je dirais les derniers domaines dans lesquels on pouvait dire, mais malgré tout, il y a une surchauffe, une activité économique débordante, notamment avec les consommateurs, comme aux États-Unis, même là-bas, c'est en train de se ralentir. Et ça, c'est le premier élément. Donc, quand vous avez un ralentissement général, eh bien, vous vous dites peut-être qu'on est en train d'arriver à la fin du cycle, un très long cycle de croissance après la grave crise de 2007-2008. C'est le premier point. Le deuxième point qui se rajoute à ça, c'est qu'il y a un vrai problème de crise de l'industrie manufacturière. Moi, je suis très frappé de constater le ralentissement partout de l'industrie, avec, en Europe en particulier et en Allemagne en particulier, un très très net ralentissement. Et si vous combinez ça avec le recul du commerce international, et notamment le recul du commerce international des produits industriels, vous vous dites, il se passe quelque chose. Puis troisième point, il y a quand même un ralentissement chinois très très net. Alors jusqu'à présent, on disait, mais c'est la faute à Brexit, c'est la faute à Trumpisme, vous ne parlez pas du Brexit, etc., Trump, etc. Non, ce qu'on constate malheureusement en Chine actuellement, c'est un ralentissement plus fondamental, c'est-à-dire on assiste en Chine à une espèce de bascule d'une économie qui était totalement extravertie, tournée vers l'export, la manufacture du monde, etc., vers une économie qui essaye de développer la consommation intérieure, les services, etc., et ça ne se passe pas si bien que ça, et ça se traduit par un très net ralentissement de l'activité économique en Chine, et ce qui est source d'inquiétude, c'est que ce ralentissement économique se combine à un niveau d'endettement, parce qu'il y a eu une formidable accélération de l'endettement en Chine au cours, en gros, de la décennie de crise. Donc on se dit, des banques surexposées avec un shadow banking qui s'est beaucoup développé sur fond de ralentissement économique, de changement de modèle économique. C'est le cocktail explosif. Ça fait un cocktail assez inquiétant. Mais pour que vous ayez un krach boursier, il faut qu'il y ait une bulle qui explose. Lorsqu'il y a eu la crise de 2007-2008, on ne savait pas comment la crise allait arriver, mais on savait qu'il y avait une bulle de l'immobilier américain. Bon, aujourd'hui, on peut peut-être dire qu'il y a une bulle de la dette en Chine. Enfin, ça n'a pas notamment la ressemblance de ce que pouvait être la crise précédente. Donc, moi, je serais plus modéré dans
dans mon appréciation. Et vous, Dominique Seux? Pourquoi je suis parfaitement les éléments de description et d'analyse que vient d'évoquer Eli Cohen. La grande question, c'est de savoir que peut-on faire et que veulent faire les États et au niveau national ou international. Et la vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de multilatéralisme. En tout cas, il n'y a pas de volonté de régler ensemble des problèmes qui se posent. Les problèmes, ils ont été très bien mentionnés, c'est un peu la tectonique des plaques. C'est-à-dire, vous avez des plaques qui sont en train un peu partout de glisser. Première plaque, c'est les taux d'intérêt. Où va l'argent aujourd'hui? Les taux d'intérêt sont négatifs, donc ils vont vers les actions, vers l'immobilier. Les actions sont très hauts, ça bouge un petit peu à la descente. Ça n'est pas dramatique pour l'instant. Et donc, vous avez une modification assez profonde de l'endroit où va l'argent en ce moment qui est créé. Deuxième tectonique des plaques, c'est effectivement entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis ralentissent, la Chine ralentit, mais surtout, elle commence à allumer ses moteurs intérieurs. Avec beaucoup d'endettement, ça a été dit, mais il y a des moteurs intérieurs qui se sont allumés, elles se rééquilibrent. Mais ce rééquilibrage va avoir des conséquences sur nous tous. La réponse, l'absence de réponse collective aux défis, on l'a bien vu au dernier G7 à Biarritz. Il y a eu, on a parlé de l'Iran, on évoquait les GAFA, la taxation, mais sur la politique économique et la situation économique, il n'y a même pas eu de communiqué commun. C'est probablement sage, parce que les communiqués, en fait, personne ne les lit et on consacre beaucoup plus de temps à les écrire que quelqu'un à les lire. Mais il y a cette absence d'envie de régler les problèmes ensemble. Il y a cette absence de savoir ce qu'il faudrait faire. On a bien vu la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant, qu'il y avait des dissensions au sein de la Banque Centrale Européenne. Quel type de réponse? Il est pour la première fois, le gouverneur représentant de la France, gouverneur de la Banque de France à la BCE, a voté contre Mario Draghi, ce que proposait Mario Draghi. C'est assez rare que le couple franco-allemand se fracture là-dessus. Faut-il continuer à aller dans une monétaire c'est pas politique fracturé, le couple franco-allemand là, puisque les Allemands et les Français étaient contre les décisions de Draghi. Non, vous avez raison. Mais le gouvernement allemand, lui, enfin chaque gouvernement n'est pas en ligne avec ses propres gouverneurs. C'est un peu compliqué et c'est assez nouveau. Donc il y a des fractures cette désunion qui peut être il y a des désunions qui sont assez inquiétantes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Fin de cette émission, on se retrouve lundi, exceptionnellement à 22h seulement. En attendant, vous retrouvez demain matin Oriane Mancini dans Bonjour chez vous, 7h30. L'invité politique Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche. Très bonne soirée sur Public Sénat.